Je tiens Oui, quand même à vous dire que je suis le seul ici à avoir vu tous ces films en salle. Génial. Eh ben, écoute, ça, c'est fantastique et on va en c'est parler. ça, c'est ça. Là. La Non, mais classe. c'est ce qui Bravo. je pense, On a une ça excuse, nous, hein, on n'était pas nés. va revenir, hein. Ça va être un truc qui va revenir. Je pense que c'est très différent le regard qu'on a sur un acteur qu'on a vu Naître, naître, on bien dire, sûr. que Ouais. avec un acteur qu'on découvre a posteriori en regardant des cassettes 10 ans après ou 5 ans après. C'est pas du tout pareil. Tu dis ça Bien pour nous, sûr. hein? Ouais. On a quoi, 15, 20 ans d'écart, hein? Mm. Mais genre, nous, Non. quand on fera un podcast sur Michael Youn, on aura de l'avance sur Marc. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct de Shanghai, Marseille et Paris. Je suis votre hôte Jean Weber, le Little Big podcaster. C'est un bon jour pour podcaster et mes marathonman sont... Jeff Domenech, est-ce que vous essayez de me podcaster, Mrs. Robinson? Et Marc Esposito. Oh oh. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dustin Hoffman sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour évoquer ensemble l'extraordinaire carrière du grand petit homme, Dustin Hoffman, un des acteurs préférés de Marc. Alors, avant qu'on Non, se non, lance... non, non, pas un L'acteur. des acteurs préférés, mon acteur préféré. Ah bah voilà, je suis content que tu remettes les pendules à l'heure. Tout de suite, avant qu'on se lance, tu l'as rencontré, Marc, au cours de ta merveilleuse carrière? Jamais, jamais. Je n'ai Jamais, même ouais. jamais vu à 3 mètres de moi. Non, je l'ai jamais vu en vrai. Non. Moi, oui. Ouais. Toi, tu l'as vu, Jeff, à Cannes, Ouais. j'imagine, non? Ouais, je l'ai vu à Cannes et c'est une anecdote assez drôle. J'étais avec mon frère qui venait juste passer une journée. Alors, c'est à l'époque où je faisais Cannes avec mon faux badge de Canal+, tu sais. Et j'étais devant le gré d'Albion. Et il y a une bagnole qui passe et qui s'arrête dans la circulation, une limousine. Et à l'arrière, vite baissé, je vois Dustin Hoffman. Putain, mais c'est juste hallucinant, quoi. Tu vois, là, c'est pas, tu te rends compte du lourd. Et je m'avance et je tends mon livre d'or. Et je vois qu'il était en caleçon, en fait. Il revenait de la conférence de presse. Il était en train de se changer. Il était en caleçon. Et il me signe mon livre d'or. Et je dis, Things possible, take pictures with you? Yeah, sure. Et il sort de la bagnole en calbar, style Belmondo dans Guignolo, quoi, tu vois. C'est là que je vois qu'il n'est pas très grand. Je fais une photo avec lui, mais je suis super fier. T'imagines, Dustin Hoffman, c'est le Graal, quoi. Et c'était à l'époque, on faisait des photos en argentique, tu sais, avec les pellicules. Et ce jour-là, j'étais tellement fier, genre, j'ai pris la pellicule, je l'ai mise dans mon sac et je me suis fait piquer mon sac. Ce qui fait que Oh j'ai putain. jamais eu ma photo avec Dustin Hoffman. J'ai mon autographe, mais j'ai D'accord, pas mon... d'accord. Eh ben, Voilà. Mais c'est un gars qui est adorable avec le public. Il est d'une gentillesse, une disponibilité par rapport à son statut. Je l'ai toujours vu signer des autographes, faire des photos très, très agréables J'aime avec le beaucoup, public. euh, j'aime beaucoup ça quand des tu grands avais sont été sympathiques en plus. si tu avais été journaliste à première, photographe à première et que tu t'étais fait voler ton sac, Oula, je t'aurais dit que la malchance est une faute professionnelle. ok T'es boss. viré. Ok boss. Ça m'est arrivé à l'armée de perdre des pellicules, j'ai fait de la prison 2 jours. Mm. Bien, mes cinébuddies, Dustin est né en 1937, année dominée au box-office par un de mes films préférés, La Grande Illusion. Revenez, Boieldieu, vous allez vous rompre le cou. Cette année voit également naître le pote de Dustin, Warren Beatty, et s'éteindre la légendaire Jean Harlow. Mais pour l'heure, Jeff, le macadam podcaster, nous parle des débuts du jeune Dustin dans un chapitre intitulé Hoffman Begins. Yeah. Alors ça, si tu couperas, hein, si tu trouves que c'est trop long. Alors tu dis, il est né en fait un 8 août, comme Bernard Ménez et Francis Lalanne. Ça Voilà. commence mal. Et en fait, il est né, son père était un petit peu dans le cinéma. Déjà, il était accessoiriste à la Columbia. Il avait une mère qui était fan de cinéma. Et elle avait 2 acteurs qu'elle aimait beaucoup, qui étaient Ronald Colman et Dustin Farnum. Et donc, elle a appelé ces 2 gamins, ces deux garçons, avec ce prénom-là. Voilà, on ne sait pas si c'est dû à ça, mais la légende dit que c'est comme ça. C'est cool. Et alors, il était déjà petit, ado, etc. Il avait de l'acné, il avait un gros pif. Et un jour, il y avait une réunion de famille et il dit, je veux faire du cinéma. Et sa tante lui dit, mais avec ta gueule, c'est impossible, jamais tu pourras être acteur. Donc déjà, quand tu es ado et t'entends ça, c'est pas très bon. Tu vois. Ouais, sa tante Perle qui Et, lui dit t'es pas assez beau pour être acteur. Il faut préciser quand même que ouais, la tante avait raison.
C'est-à-dire qu'il a été le premier de toute l'histoire d'Hollywood à entrer dans la liste A des acteurs ultra bankable sans être un beau mec. C'est le premier. Parce qu'avant, il faut remonter à Chaplin, mais qui était quand même plus un réalisateur, auteur-réalisateur comique, donc c'est quand même peu comparable. Sinon, tous les mecs de la liste A de Hollywood, c'est toujours des beaux mecs. Il est le premier à faire mentir le fait que si on n'est pas beau, on ne peut pas devenir un grand. Il est 1m60, il est quand même dans le lauréat, c'est pas du tout un jeune beau mec, hein. Pas du tout. Sûr. Avant que Jeff ne poursuive, je voudrais dire en fait que j'ai revu le lauréat, j'ai revu le récidiviste et j'ai revu les chiens de paille. Et en fait, je l'ai trouvé plutôt beau. C'est curieux parce qu'il a un menton volontaire, il a ce nez aquilin et il n'est pas passé très loin d'être Tom Cruise, bizarrement. C'est pour ça que faisait pas partie des canons de beauté de l'époque. Je pense que cette chose-là se juge au moment où ils se vivent. C'est-à-dire que de partout aujourd'hui, on le trouve beau dans les valseuses. Quand les valseuses est sorties, personne ne trouvait Depardieu beau. Et Dustin Hoffman dans le lauréat ou dans Macadam Cowboy, il n'y avait pas une fille au monde qui le trouvait beau. Donc aujourd'hui, notre regard, avec l'affection qu'on lui porte, on le regarde autrement. À l'époque, quand il arrive, personne ne trouve que Dustin Hoffman est un mec beau. Il est tout petit, il a un grand nez. Non. Et en plus, il faut dire aussi, il est la première méga star juive de l'histoire du cinéma américain. Je veux dire, avant lui, il y a des wasps. C'est la première fois qu'il y a un petit juif, il fait à peine 1m60, qui devient une méga star ultra bankable, comme avant lui, Clark Gable, James Stewart, Cary Grant, Spencer Tracy. Après, dans les années, toutes les années 70, il est au top du top, il est l'acteur le plus aimé des États-Unis. Et par exemple, la blague que j'ai faite en faisant il n'y a pas d'autre cas au monde où sur ces deux syllabes ridicules, des millions de gens savent de quoi je parle. C'est vrai. Je veux dire, il a un nombre de films qui sont restés dans l'histoire qui est absolument unique. Là, on n'a pas intérêt à dire du mal. Hein. Je te taquine. Non, en plus, il a une palette extraordinaire parce qu'il peut passer de la comédie au drame et on va commencer donc avec le commencement. Jeff, tu vas nous parler un petit peu de ses premières années dans le show business, ces années de théâtre. Après, avant le lauréat, donc en fait, il fait des études secondaires et il veut devenir musicien, pianiste de concert au départ, et il rentre au conservatoire de musique de Santa Monica, cher au chanteur Alain Turban. Je dis ça pour que. Cher à notre ami Jean Weber qui y habite. Oui, je sais, non, mais je dis ça pour que Romain nous mette la petite chanson d'Alain Turban, Santa Monica. Et pendant ces cours-là, il prend une option d'art dramatique, ok. Et il est tellement passionné au point d'abandonner la musique l'année suivante pour entrer au cours de Pasadena Playhouse à l'âge de 19 ans. Voilà. En 58, il débarque à New York sans argent. Il fait la connaissance d'un certain Gene Hackman. Et ses parents lui envoient $200 par mois, donc ça ne lui suffit pas. Il est obligé d'aller bosser, évidemment, pour payer ses cours. Et il va faire plusieurs petits boulots, évidemment. Et les cours au départ, il va rentrer chez Lionel Chapman et ensuite Lee Strasberg. Voilà. Et premier boulot qu'il va faire, il va bosser dans un hôpital psychiatrique où il va beaucoup apprendre sur la nature humaine. C'est ce qu'il dira. Pour compléter ce que tu dis, il était roommate, compagnon de chambrée, on pourrait dire, avec Gene Hackman et avec Robert Duvall. Et personne. Oui, j'allais y venir. Voilà. Personne ne pensait que ce serait le premier à exploser. Quand je revoyais les films, tu sais, moi je les ai tous découverts évidemment à la télé ou en cassette, comme tu as dit. Et je dis, Marc, lui, il a eu la chance de découvrir la naissance d'un acteur, tu vois, la genèse. Oui, sûr. Tu vois le lauréat, Macadam Cowboy, Papillon, tous ces films-là au cinéma. Et tu dis à chaque fois, le mec, c'est une pierre à l'édifice. Et puis, il a pas fait beaucoup d'erreurs pendant ces années-là. Hein. C'est impressionnant. Hein. Donc, il a vraiment. Et même les petits films qu'il avait fait, Alfredo, tout ça, tu avais vu? Oui, ça, c'est pas des trucs qui marquent, mais c'était pas honteux. Les deux sont quand même des réputations des plus gros chieurs d'Hollywood, extrêmement exigeants, les deux et tout, qui a accepté ce scénario-là et de jouer deux ringards qui jouent de la guitare à la terrasse des cafés, alors qu'ils sont tous les deux 60 ballets. Ils sont pathétiques. C'est dingue qu'ils aient fait tous les deux cette erreur au même moment
C'est inexplicable. Je pense qu'il y a une explication. Alors, c'est peut-être pas la mafia, c'est autre chose, mais il y a un truc. C'est pas normal. Ouais, ouais. C'est pas Ah oui, normal. c'était un bide retentissant, c'est vrai. Mais moi, j'ai revu pas mal. Moi, je suis plus période années 70-80 pour Hoffman. Je pense que c'est un peu comme moi. Mais, Alors, c'est une longue période, mais il est quand mais bon, même. après, c'est normal quand tu arrives à 70-80 ballets, on te propose Sûr, moins de rôles intéressants. il a quand même 20 ans au sommet. Ce qui est C'est énorme. beaucoup. C'est Ce beaucoup. qui est énorme, ouais. Surtout à Hollywood, hein. Ben oui. Et entre sa première nomination à l'Oscar et la dernière, il s'écoule quand même 30 ans. Hein. C'est de 68 à 98. Donc, Ouais. c'est quand même. 98, il a été nommé pourquoi? C'est pour les hommes d'influence. Homme d'influence. Ouais. Travolta. Mm. Et il est où, notre camarade, alors? Non, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vous vois pas, mais je vous Je vais entends. lui envoyer un message. Vous m'entendez ou pas? Ah, voilà, il est là. Ok. Là, ça devrait être bon normalement, mais c'est chiant. Hein, c'est que ça a été très. T'as envoyé un message à Marc qui se reconnecte? Je lui ai dit reviens. Donc, tu peux lui envoyer un message parce que là, je suis en train de filmer avec mon appareil photo. Ah, je sue comme un porc en plus, car j'ai été obligé d'arrêter l'air conditionné. C'est ça qui faisait. Ouais, c'est. Non, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être Charlie Sheen dans. Martin Sheen dans Toujours à Saïgon. Ah, il est passionné, hein. On n'a pas intérêt à dire du mal, hein. je voulais dire au début que j'aimais pas Dustin Hoffman pour lui mettre la pression. Donc, je voulais savoir, Marc, tu parlais de Ishtar quand tu parlais des deux ringards avec des guitares, parce que Ouais. ça avait coupé. Oui. Ah, c'est ça, d'accord. Ben, on va Et arriver à disait que Ishtar, c'était- mais pour l'instant, on va repartir un peu plus tôt au théâtre et avec Lee Strasberg à New York. Voilà. Jeff, c'est à toi. 1967. Quel est son premier film, Marc? Tu connais le titre de son premier film, Marc? Je ne sais pas. Le premier dans lequel on le découvre, c'est le lauréat. Ouais, mais C'est 60. il a fait avant, Jeff va nous le dire, un film qui s'appelle... Ouais, mais là, j'y suis pas là, hein, donc c'est. Alors, c'est The Là, tu Tiger m'as fait un Makes bond d'avant de Out. 7 ans, là. The Tiger Makes Out en 1967. Et effectivement, le lauréat, tout d'un coup, Mike Nichols prend un risque énorme. Stop. Oui, mais on n'en est pas là. Tu me demandes de faire la genèse de Dustin Hoffman, là. Tu m'as coupé dans mon élan. Là, on en est. Il rentre chez Lee Strasberg et après, on est au lauréat. Donc, c'est pas bon, il y a un trou, là. Non, c'est vrai, vas-y. Alors, Ouais, rewind, c'est parti. T'as cassé le cul à lire 2 bouquins sur Hoffman pour que tu me zappes, non? Vas-y, c'est à toi. Bon. Donc, en 1960, il fait sa première pièce de théâtre qui s'appelle Yes, It's for a Very Good Man. Voilà, qui a pas du tout J'adore de que succès. tu parles anglais. Tu parles bien anglais. Ouais. Et c'est du off-Broadway, évidemment, donc c'est une pièce qui n'a pas eu tout de succès. Ok. Ensuite, il va rentrer dans une troupe de théâtre un peu rebelle. Ok. Et il va avoir son premier article le 3 novembre 1960 et qui cite Dustin Hoffman, justement, et ça fera la fierté de sa famille qui va découper l'article. Et là, il n'a pas de débouché, donc il va être fleuriste, il va être dactylo, il va être portier dans un théâtre, et il va être dactylo pour écrire les pages jaunes de New York. Imagine, donc il va apprendre un truc. Et il va être même démonstrateur de jouets, camelot dans la rue, comme un peu Bernard Campan dans Les Trois Frères. Et un jour, il y a Gene Hackman qui lui fait garder son gamin, et il est camelot, et il fait semblant de vendre le gamin de Gene Hackman. Et les gens pensent que c'est un berceau avec un poupon. En fait, ils voient que c'est un vrai bébé. Pour déconner, voilà. Et il va gagner sa première somme importante, qui est $500, parce que son pote Robert Duvall, qui est colocataire, qui est son coloc, va le faire embaucher dans un épisode de Next City. Et comme il a un look de clochard, il a déjà son look de macadam cowboy. On lui dit quand même, tu devrais mieux t'habiller quand tu passes des castings, etc. Et avec ses $500, il va acheter une veste. Il va le regretter pendant des années parce que putain, c'est un gros investissement cette veste. Et j'ai pas envie d'acheter une veste à 500. Il va l'acheter pour être plus présentable, on va dire, voilà. En 62, il y a Robert Duvall qui lui présente un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Ulu Grossbar. Alors Grossbar, c'est pas du tout un pseudo d'acteur, de réalisateur pornographique, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ok. Et il va être Hoffman, son assistant à Ulu Grossbar sur une pièce de théâtre à New York, voilà. Il va avoir un premier amour à l'âge d'une fille de 19 ans qui s'appelle Anna Burb. Et cette fille part faire une tournée de danse parce qu'elle est danseuse et il l'amène à la gare. Et il dit à Robert Duvall, cette fille-là, je vais me marier avec elle, je te parie $100. Et malheureusement, cette fille, elle revient 4 ans plus tard. Elle est déjà mariée avec un gosse. Donc, il a perdu avec Robert Duvall. Il a perdu son pari avec Robert Duvall. Et en 64, il va à Boston, justement,
avec Robert Duval dans une compagnie théâtrale. Et en même temps, il va continuer à bosser à New York avec ce fameux Ulu Grosbach, qui reviendra souvent dans sa carrière, qui va le nommer régisseur de plateau sur une pièce où la star est Martin Sheen. Et malheureusement, Martin Sheen a un engagement au cinéma et il va devoir quitter la pièce. Et Ulu Grosbach propose à Hoffman d'être le lead rôle dans cette pièce de théâtre. Il est super fier, il dit, c'est la première fois que j'aurai le rôle principal dans une pièce. Et malheureusement, le destin va s'acharner parce qu'il fait venir une fille chez lui un soir et il lui fait une fondue bourguignonne. Et il met du fil dentaire. Attends, il met du fil dentaire comme Marius? Non, il parle à Marius. Et il entend du bruit dans la cuisine, une explosion, il va, et il y a la fondue qui a pris feu. Oh, et il essaie de l'éteindre, et en voulant l'éteindre, il prend feu dans ses vêtements. Il se crame le bras, il est obligé d'aller à l'hôpital. Sa veste de $500? Sûrement. Et le médecin dit, il faut qu'on vous hospitalise. Il fait, non, j'ai une pièce de théâtre, j'ai répétition, c'est le rôle de ma vie. Il fait, non, monsieur. Et il sort de l'hôpital, malgré ses bandages, et il se rend compte qu'il peut pas du tout jouer la pièce parce qu'il peut pas lever le bras. Il a le bras complètement cramé au 3e degré quand même. Et donc, c'est encore une fois un grand rôle qui lui passe sous le nez. Enfin, c'est un destin comme ça. Et ça fait 6 ans qu'il est à New York, il n'y a rien qui bouge pour lui. Il n'a pas le physique du jeune premier, comme on disait tout à l'heure. Et comme Gene Hackman et Robert Duval, il plonge dans le théâtre. Et en 65, il fait une rencontre fondamentale avec un jeune auteur new-yorkais qui s'appelle Ronald Riedman et qui monte une pièce totalement underground. Et alors, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Et ça va être une révélation, cette pièce, pour tout on va dire, la petite intelligentsia new-yorkaise, les petites critiques, etc. Et donc, ça va s'appeler Harry Noonan Knight. Il joue le rôle d'un homosexuel nazi, fétichiste et pervers, et scatophile. Il est blond peroxydé avec des petites lunettes à la John Lennon. Incroyable. Et c'est assez horrible hein, comme truc. C'est-à-dire qu'il reçoit des gens on parle de la pièce, évidemment, du rôle. Hein. Il reçoit des gens chez lui et il fait en sorte qu'il n'y ait pas de papier toilette. Et il dit dans la pièce, donc c'est du texte, hein, il dit, si tu veux, je peux remplacer le papier toilette. T'imagines déjà le premier rôle qu'il fait. Et évidemment, c'est pas un succès public, mais c'est un succès critique pour le microcosme artistique new-yorkais. Voilà. Et dans la salle, comme tout le monde en parle, il y a des mecs comme Peter Yates et Mike Nichols qui vont venir voir la pièce. Il va faire une deuxième pièce qui va aussi lui donner beaucoup de succès critique. Il va être grimé en vieux juif tout le long de la pièce. Et en fait, il fait des lectures et on va se rendre compte qu'il joue le rôle d'un jeune acteur grimé en vieux juif. Voilà. Et à la fin, il enlève un masque, un peu comme il a fait dans Little Big Man. Et fin 66, on est fin 66 et le Off-Broadway lui a apporté de l'expérience, mais pas encore la reconnaissance publique qu'il voulait. Et il va faire un rôle de veilleur de nuit d'usine, maladroit et inefficace, qui va déclencher des catastrophes en permanence dans une pièce de théâtre. Et il va s'inspirer de ses deux idoles qui étaient Chaplin et Buster Keaton, pardon, dans les temps modernes et du mécano de la Générale. Et ses performances sont très remarquées. Il va avoir un triple prix théâtral à l'époque. Et c'est là, voilà. Et c'est là que Mike Nichols va rentrer en jeu. Ça valait le coup que tu lises tes 2 livres, merci. Marc, tu as découvert Dustin avec le lauréat, donc, en 67? Avec le lauréat, comme un des millions de gens à cette époque-là. Donc, moi, j'avais 15 ans. Ouais. Il joue un personnage qui a, on va dire, entre 16 et 18. Donc, en fait, il est proche de moi. Mais dans la réalité, il a 31 ans. C'est incroyable. Donc, en fait, ça a été une de ses particularités qui l'a aidé à faire une grande carrière, c'est qu'il faisait beaucoup plus jeune que son âge et qu'il a réussi à jouer des rôles que normalement il n'aurait pas dû jouer vu son véritable âge. C'est incroyable. Et en fait, il est le premier. Je pense que sans lui, il n'y a pas de Niro, il n'y a pas de Pacino derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il a vraiment ouvert la voie aux petits mecs qui n'ont pas un charme fou. Et on remarque d'ailleurs, ils sont nés à 3 ans d'écart. Hoffman est né en 37, Pacino en 40 et De Niro en 43. Et ils ont tous les 3 éclos, 3 ans en 3 ans, à pile le même âge, à 31 ans. Incroyable. Sauf que Pacino et De Niro ont joué des rôles de leur âge, ou presque, alors que l'autre a démarré avec un rôle où il a 16-18 ans. Et même dans Marathon Man en 76, donc alors qu'il a en 76, donc il est 37, il a presque 40 ans, il joue un étudiant. Ouais. Il est crédible en plus. Et il est archi crédible. Donc ça a beaucoup. Je pense qu'il a ouvert une voie
totalement nouvelle, hein, dans laquelle se sont engouffrés. Avant lui, il n'y avait aucun acteur de composition qui était devenu une méga star. Jamais. Mais ça, c'est un peu il dit qu'il doit sa carrière à Mike Nichols, qui a eu le génie de ne pas choisir un type comme Redford ou un type beaucoup plus attendu dans ce rôle, comme tu disais, une espèce de leading man, et d'aller vers un petit bonhomme qui a un charme, parce que quand même, on a beau dire qu'il est pas beau, qu'il est petit, mais la caméra, quand il arrive à l'écran, la caméra tombe amoureuse de lui quand même, il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Il y a eu quand même Macadam Cowboy derrière, qui a été, pour tous les jeunes de l'époque, un choc énorme, hein. Aujourd'hui, le film a un peu perdu de son côté transgressif, hein. Mais enfin, c'est quand même l'histoire d'un cow-boy qui se prostitue, qui devient pote avec un mec tuberculeux, qui se défonce dans des parties. C'était un film très, très rock'n'roll, Macadam Cowboy. Et ça a été un succès énorme. Et c'était sidérant, après avoir vu le petit étudiant propret du lauréat, de voir Dustin Hoffman dans le rôle de ce clodo qui traîne un peu la patte et tout, et qui s'est révélé bouleversant. Rizzo, parlons-en un petit peu de Rizzo, parce que moi, c'est avec ce film-là que je l'ai découvert et que je suis tombé amoureux de lui. Mon père m'a emmené le voir en salle quand j'étais très jeune, et j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. Et vous connaissez l'histoire, comment Schlesinger voulait pas de Dustin Hoffman. Il croyait que c'était Benjamin Braddock du lauréat, et il se disait, ce type-là ne peut pas jouer le rôle de Rizzo. Et vous savez Jeff, tu sais ce qui s'est passé, non? Non, mais tu vas nous le dire. Bah, en fait, Dustin Hoffman est allé le voir. Il dit, bon, on se rencontre à Central Park à 6h15. Et il est allé le voir habillé comme Rizzo. Et Schlesinger l'a pas reconnu. Il a cru que c'était un clochard qui arrivait vers lui. Et en fait, il s'était fait le look du personnage du pimp, du macro de John Voight, prouvant et donnant tout d'un coup une nouvelle orientation à sa carrière. Parce qu'il est extraordinairement émouvant. Spoiler alert, il meurt dans un bus à la fin, au départ pour la Floride. Mais c'est important parce que dans le lauréat, cette fin dans le bus avec Mike Nichols. Ils vont souvent dans les bus, hein, dans le récidiviste, il y a un bus. Dans Redman, il prend un bus. C'est un acteur de poker, c'est vrai. C'est vrai. En revenir à deux secondes au lauréat, au départ, le personnage, c'était pas du tout un petit brun, c'était un grand blond, un grand surfeur américain. Ouais. Et c'est John Voight qui a été aussi casté pour le film, comme Redford. Finalement, c'est revenu. Et évidemment, on n'oublie pas la voix française d'Hoffman dans le lauréat. Ouais. Marc, tu t'en souviens quand même? C'est Patrick Devers, oui. C'est Patrick Devers. Et Patrick Devers va doubler John Voight dans Macadam Cowboy. Extraordinaire. Et est-ce que vous vous rappelez, dans le lauréat, il y a un comédien qui fait enfin pas un caméo, c'est sa première scène de cinéma. Vous vous rappelez pas? Non. En revoyant le lauréat. Tu sais, quand Richard Dreyfus, tout à fait. D'ailleurs, il y a Murray Hamilton qui est le maire dans Jaws. Ouais, exactement. Il y a Richard Dreyfus, qui joue Hooper dans Jaws. D'ailleurs, il avait été casté, il avait été présenté pour le rôle. Et il a fait aussi un film avec Roy Scheider, Marathon. Il a presque joué tout le casting de. Murray Hamilton dans le rôle du mari, dans le rôle de Monsieur Robinson. God save you, please, Mrs. Robinson. Il est extraordinaire, Murray Hamilton. Il y a plein d'acteurs qui ont été castés pour le rôle. Hein. Alors, Mrs. Robinson, il y avait eu Jeanne Moreau et Simone Signoret qui ont décliné le rôle. Ouais. Et Mr. Robinson, il y avait Yul Brynner, Kirk Douglas, Christopher Plummer et même Ronald Reagan. Wow. Et même, il a voulu placer son pote Gene Hackman, mais il était trop jeune pour les répètes, donc ils l'ont pas gardé. Mais Gene Hackman a tourné, il a fait 2 jours de tournage sur le lauréat, il a été viré par Mike Nichols. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait la femme de Dustin Hoffman qui avait raconté que quand ils étaient allés présenter le lauréat à Londres, le film était déjà, parce que c'était l'époque où les films ne sortaient pas en même temps dans tous les pays, donc il avait déjà été un énorme succès aux États-Unis, et donc Dustin Hoffman était très connu, il ne pouvait pas sortir dans la rue, tout le monde le reconnaissait, et il était à Londres où personne ne le connaissait puisqu'il arrivait avant la sortie du film. Incroyable. Et sa femme, c'est parce que le film venait d'être à l'affiche depuis 2-3 jours, et donc sa femme racontait qu'il se promenait dans Londres en chantant l'air de rien, hey, Mrs. Robinson, pour que les gens se retournent vers lui et le reconnaissent. Ça lui vaudra sa première nomination aux Oscars, le film. Hein, absolument. Premier film. Mais j'étais frappé par la modernité du film, parce que tu regardes les films de Wes Anderson, on sent que c'est le lauréat qu'il a inspiré. C'est extraordinaire. Il a inspiré tellement de monde. La scène d'intro là sur l'escalator, le tapis roulant, Tarantino s'en est inspiré pour l'intro de Jackie Brown.
Ouais. Mais il y a plein de films dans comment ça s'appelle, Wayne's World 2. La fin de Wayne's World 2, c'est totalement la fin du lauréat. C'est un Oui, copier-coller, ils ont tourné au même endroit. exactement. Et avant, il y avait des soundtracks, il y avait des bandes son, alors que là, tout d'un coup, il utilise des chansons pop de Simon et Garfunkel qui n'ont pas de rapport avec le film, si tu veux, sauf Mrs. Robinson qui est réécrit, parce qu'au début, c'est Mrs. Lincoln, mais on fait pas ça à l'époque. Donc Mike Nichols, qui gagne l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film, vraiment change la donne. Non seulement en castant Dustin Hoffman, mais en faisant ce film. Et à un même moment, quand il allait tourner le film, il fait un casting pour les producteurs de Mel Brooks, la femme de Mel Brooks étant Anne Bancroft, et Ouais. il demande à Mel Brooks l'autorisation d'aller passer un casting. Comme c'était avec sa femme, Mel Brooks accepte, et il Ouais. dit, de toute façon, il a 30 balais pour le rôle d'étudiant, il ne sera jamais pris, sauf qu'il a été pris pour le rôle principal, donc il n'a pas fait les Exactement. producteurs. C'est ça qu'a fait Gene Wilder et qui est extraordinaire. Ouais. Il y a un petit truc cocorico, on va dire, et c'est bizarre, quand ils sortent de la boîte de nuit de striptease avec Hélène, Catherine Ross, il court comme ça et il s'arrête devant des affiches de théâtre français. Je ne sais pas pourquoi. On voyait un film de Roger Cogio et on voit une affiche avec Christine Delaroche, Jean-Claude Drouot, d'une pièce qui s'appelle Mouche. Je ne sais pas pourquoi ils ont filmé ça à ce moment-là, mais la pièce, on voit Hoffman juste devant cette affiche-là. Alors c'est à Los Il a dit Angeles, que peut-être qu'il y avait un théâtre français, c'est je sais fou. pas. Mike Nichols est très inspiré par la nouvelle vague, dit-il à l'époque, effectivement, donc c'est peut-être un petit clin d'œil aux Français, tout d'un coup, dans son film. Ouais, ni Roger Coggio, ni Christine Delaroche ne sont très nouvelles vagues, hein. On parlait de Macadam Cowboy tout à l'heure, et il a rajouté plein de petits détails dans Macadam Cowboy. Si tu revois le film que j'ai revu avec grand plaisir, quand il téléphone, dès qu'il passe devant une cabine téléphonique, il regarde s'il y a une petite pièce qui traîne dans la cabine. Ça, c'est des trucs Ouais. qui n'étaient pas écrits, c'est des trucs qu'il a rajouté lui. À chaque Ah fois, il bah est écoute, dans l'impro, ouais. Et il y a une scène qui est très, très virtuose dans le film, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un mec sur une bijouterie, il lui tape sur l'épaule juste pour lui tirer son portefeuille, et il fait un demi-tour sur lui-même pour allumer une allumette. Enfin, la scène est, alors qu'il tient à moitié debout avec sa jambe boiteuse, il est juste, c'est une petite séquence comme ça dans le film, il est en apesanteur, mais ah bah il c'est est, un... et comme a dit Marc, lui, il a eu la chance de découvrir ces films-là au cinéma. Donc, il a vu la genèse d'un mec comme Hoffman grandir ouais, de film en film, quoi. Alors, nous, on les a redécouverts plus Parce tard. que on n'avait absolument jamais vu ça. On n'avait Ouais. jamais vu un acteur enchaîner des trucs aussi différents que Le Incroyable. Lauréat, Macadam Cowboy, Little Big Man, Chien de paille, Papillon, Lenny, tout ça, c'est 1 an, 2 ans, et il C'est faisait fou. pas 14 merdes à côté qu'on a oublié. Ouais. C'était donc du coup, on n'en revenait pas qu'à chaque fois il soit différent. Ça ne s'était Incroyable. jamais vu. Hmm. Ni Clark Gable, ni Spencer Tracy, ni Bogart, ni personne n'avait Hmm. jamais à ce point-là changé d'emploi de film en film. Ouais. On allait voir John Wayne et c'était pour le plaisir de voir John Wayne qui jouait toujours un peu la même chose. Lui, pour la première fois, il y a un acteur qui fait des millions d'entrées et qui change de rôle à chaque fois. Donc, il a ouvert la voie à De Niro, à Robin Williams, qui est le Ouais. seul dont la palette est comparable, à mon avis, mais qui Ouais. a moins de grands films que Dustin Hoffman, mais qui a C'est quand vrai. même aussi été de la très grande émotion dans Le Cercle des Poètes Disparus, jusqu'à jouer une femme dans Mrs. Doubtfire, comme a fait Hoffman avec Tootsie. Euh, mais sinon, avant lui, ça n'existe pas, les acteurs de composition. Il y a des acteurs de composition, mais qui restent dans la liste C ou D. Ils ne deviennent pas des gens sur lesquels on monte des gros films. Il est le Ouais. premier, et parce qu'à chaque fois, il est extraordinaire. En plus, il a l'humilité de parfois accepter de ne pas être le premier. Je veux dire que dans Papillon, par exemple, c'est quand même plutôt McQueen le héros. Bien sûr. Et ben, il y va quand même parce il sait qu'il va tirer son épingle du jeu. Et moi, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas vu Papillon. J'ai le souvenir d'un grand Hoffman, alors que je me souviens plus de Steve McQueen dans le film. Ouais, il joue beaucoup sur sa voix, il transforme sa voix de film en film. Et des Ouais. fois, le problème, c'est que, par exemple, dans Macadam Cowboy, il a une voix un peu nasillarde à la Bob Dylan. Et sauf qu'il Oui. cherchait sa voix pendant le film. Donc, il y a des scènes. Alors, il a sa voix un peu comme ça. Sauf dans la chaîne, par exemple, quand ils vont chez le chapelier pour acheter un chapeau, euh, il n'a pas la même voix. Si vous regardez le film en VO, il travaille en permanence sur son rôle et sur son look. Comme a dit tout à l'heure Jean, il donne rendez-vous au metteur en scène, déjà habillé dans son truc. Et c'est le premier, comme a dit Marc, à bosser là-dessus, évidemment. Ouais.
On pense qu'il en fait des caisses dans son rôle de tuberculeux. Ouais, on dirait il est là, il tousse pour apitoyer les gens, etc. Et quand on voit la scène finale, c'est juste bouleversant, quoi. T'as les larmes aux yeux de. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes rêves tous les deux. Hein. Ils rêvent d'ailleurs, l'autre il rêve de New York, l'autre il rêve de Miami. Ils ont des rêves. J'ai pleuré quand il meurt dans le bus, ouais. C'est bouleversant de. Alors, je vais faire un parallèle qui va vous surprendre, mais je trouve que dans un film comme Marche à l'ombre. La Grande Vadrouille. Non, mais écoute, regarde, Marche à l'ombre, je pense qu'il est inspiré énormément de Macadam Cowboy. Il y a beaucoup de scènes en voyant le film. Quand il le prend dans ses bras, etc. Mais voilà, Hoffman, franchement, il nous a scotché dans Michel Blanc a exactement mon âge. Donc, il est bien possible qu'il ait vu les films, vu que toute la bande du Splendide, ils allaient beaucoup au cinéma. Hein. Donc, il n'y a aucun doute qu'ils ont été marqués par les films d'Hoffman, comme je l'ai été moi-même, hein, que ce soit Lauréat, Macadam Cowboy, Little Big Man. C'est des films qui ont marqué ma génération très fortement. Moi, Little Big Man, c'est un des rares films que j'ai vu plusieurs fois en salle. C'est un événement énorme de voir, et en plus de voir un acteur hollywoodien qui jouait un Indien, on peut dire. Le film était très novateur. Hein. Johnny Depp a été très mal vu quand il a fait un Indien dans The Lone Ranger, mais Little Big Man a été extraordinaire parce qu'il a donné des rôles magnifiques à des Indiens. Notamment, je voudrais saluer Chief Dan George, qui fait le vieil Indien qui dit c'est un bon jour pour mourir, et Will Sampson qui jouait chef dans Vol au-dessus des nids de coucou. Donc c'est la première fois qu'on donne des rôles magnifiques à des acteurs native américaines, comme on dit. Et ça, c'est les westerns révisionnistes des années 70, et c'est vraiment extraordinaire. Hoffman n'a jamais choisi ses films en fonction des metteurs en scène, mais il a quand même toujours tourné avec des bons metteurs en scène qui étaient des auteurs et pas avec des faiseurs. Et donc, il a fait souvent le meilleur film de toute la carrière du metteur en scène, ce qui ne peut pas être un hasard. Et il a aussi travaillé avec beaucoup de grands metteurs en scène qui étaient au sommet de leur carrière quand il travaillait avec lui. Quand il tourne Little Big Man avec Arthur Penn, Arthur Penn est dans les 2-3 plus grands d'Hollywood de l'époque. Et pareil, quand il fait fini avec Bob Fosse sort de la jazz. Quand il tourne Les Hommes du Président avec Pakula est très haut. Et à chaque fois, il les emmène encore plus haut. Dans les 15 films que j'adore de Dustin Hoffman, il n'y a que des grands noms de metteurs en scène, quoi. Et aucun avec qui il a fait 3 ou 4 films. Hein, c'est parce qu'il a beau être copain. Même quand il fait Les Chiens de Paille pour Peckinpah, il dit qu'il le fait pour l'argent, parce que c'est un film qui ne lui plaît pas énormément. Et il est quand même extraordinaire dans le film. Il fait jamais, même quand il fait un film pour l'argent, il est quand même magnifique. C'est ça qui est formidable. Et Nicholson au départ, Peckinpah. Ah ouais. Et Little Big Man, tu vois, quand tu as un grand film, c'est quand on te prend en exemple. Voilà, on parlait du lauréat tout à l'heure, qui a été repris par Tarantino et dans Wayne's World 2. Et dans Bryce the Nice 3, le personnage de Dujardin est vieilli, il est centenaire, et il raconte son histoire. Et c'est clairement un clin d'œil à Dustin Hoffman et à Little Big Man. Bryce the Nice 3 restera moins dans l'histoire que les... Merci. Mais en tous les cas, c'est vrai que le vieillissement, Marc, le vieillissement est très dur à faire au cinéma, mais c'est vrai que celui de Little Big Man, qui est fait par Dick Smith, qui ferait également le père Mérine, et bien sûr Salieri dans Amadeus, est quand même extraordinaire. Reste un truc d'anthologie, et une des rares fois que c'est réussi à l'écran, je trouve. Oui, absolument. Et il a observé un centenaire, parce qu'il ne savait pas, il n'a jamais vu de centenaire. Hein. C'était le père d'un technicien qui avait 104 ans. Et il le voit, il était bien habillé en costume. Et le personnage devait être en pyjama dans le scénario. Wow. Et Hoffman dit non, je vais être en costume. Je vais être élégant malgré mes 120 ans. Génial. Voilà. Il fait un énorme travail de voix. C'est que pendant son maquillage, il s'enferme dans sa loge et il se met à hurler pour se casser la voix. Ouais. Et il fait exprès pour avoir une voix complètement pétée, une voix d'un mec de 121 ans. Voilà. Et il se pète la voix comme Bruel. Alors, je sais pas si c'est pour ça, mais il y a J'allais le dire. Une entre le Jaguar et Little Big Man, avec ce vieil Indien sur qui il met une couverture et qui les change son menton au cachemire. Et Hoffman fait la même chose dans Little Big Man. Il met une couverture sur le dos. Il fait un des meilleurs films de Pakula qui est Les Hommes du Président, mais c'est 2 ans après le Watergate. Donc c'est extraordinaire d'avoir ce côté immédiat de l'actualité. Ouais. Et ça, c'est vraiment un grand film aussi.
Tu l'as vu en Ah bah salle, oui. Marc, aussi, celui-là? Ouais. Oui, oui, moi, là, même les hommes du président, on entre dans la zone première, hein. C'est C'est-à-dire incroyable. que à Ouais. partir de cette époque-là, on critique les films, puisque, comme l'a dit Jeff sur Facebook, hein, la couverture du numéro 2 de première, c'est Dustin Hoffman dans Marathon Man. Donc, il est tout de suite dans notre actualité. En 79, il y a Kramer contre Kramer, qui a été quand même une date immense aussi, qui a été un énorme succès. Moi, pour moi, un de ses plus beaux rôles, hein. Je me demande même, ça doit être pour ça qu'il a eu c'est pour ça qu'il a son premier Oscar, hein, à sa Ouais. 4e nomination. Mais Marc, tu as entendu dire qu'il avait une réputation difficile, ceci dit. Il est très pointilleux sur les rôles. Je Il y a une pense, liste à Hollywood qui s'appelle Life is too short list. La vie est trop courte. Et c'est vrai que c'est un type, il s'entend mal avec Goldman sur Marathon Man. Il veut réécrire la fin. Il veut s'emparer du récidiviste qu'il veut mettre en scène au départ. Donc c'est quelqu'un qui est perfectionniste, donc fatalement difficile aussi. et je pense que non, il est difficile et que si on avait assisté à tous les débats, je Ouais, pense qu'il avait toujours raison. ouais. C'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai lues de lui ou des réalisateurs qu'il a fait chier et où ils parlent l'un et l'autre des conflits, Ouais, je trouve que c'est toujours Hoffman qui a raison. Il intéressant. dit, j'aime beaucoup quand il dit oui, je suis perfectionniste, mais si on dit vous allez vous faire opérer par un chirurgien, vous allez voir, il est très sympa et pas du tout perfectionniste. Vous allez dire, je préférerais le perfectionniste. Ben oui, ben, pour les acteurs, c'est pareil. Et C'est lui, beau. il dit, et je C'est pense ce que- qu'il a raison, que, que les acteurs, surtout quand ils s'investissent autant que lui et quand ils sont intelligents comme lui, parce que très clairement, Dustin Hoffman est un mec très intelligent, ben, il comprend mieux les choses que Pollack, qui a fait 25 films, dont 15 que même sa mère a oublié. C'est Dustin drôle. Hoffman, à l'époque où il tourne Tootsie, chaque film est un enjeu très important. Il y a réfléchi beaucoup plus que Pollack. Et donc, en effet, il fait chier Pollack jusqu'à temps qu'il ait ce qu'il veut. Et puis, ben, l'autre, comme l'autre, il a une moins forte personnalité, à un moment, il lâche. Voilà. Ouais, Et c'est pour ouais. ça que les metteurs en scène à forte personnalité n'ont jamais engagé Dustin Hoffman. Kubrick, Ouais. il engage Hoffman parce qu'ils savent qu'au bout d'un an et demi, Ah, ils auront tourné ah, 14 minutes. parlons pas de Kubrick avec toi, il y a- parce que je sais que et tu l'aimes d'ailleurs, pas. il y a une interview de Pacula qui dit comment s'est passée la collaboration Redford-Hoffman. Et il dit, c'est deux méthodes très différentes. Redford, quelqu'un de speed, intuitif et brillant et impatient. Hoffman est complètement différent. Il a un rythme plus créatif, plus lent. Il veut toujours faire des scènes en plus, même si elles sont bonnes. Alors que Redford a tendance à s'émousser au fil des prises. Parfois, chacun d'entre eux pensait que l'autre était un emmerdeur, et seul le profond respect mutuel qu'ils avaient l'un pour l'autre empêcha que la relation devienne intolérable. Ça, c'est Pacula qui Voilà, voilà. raconte à la C'est fin du beau, tournage. c'est beau. Ouais. Mais Marc, il gifle Meryl Streep sur Kramer contre Kramer. Kramer, quand même, pour la mettre dans l'ambiance, quoi. Dans le mood. Est-ce que c'est une histoire qu'elle a confirmée, elle? Beaucoup de gens l'ont confirmé, mais elle ne lui en voulait pas parce qu'elle a, je sais pas si, je crois qu'elle a gagné l'Oscar elle aussi, et en tous les cas, elle a fait du beau On travail à a du l'arrivée. second Mais rôle, oui. c'est un petit peu comme Friedkin qui gifle ce prêtre dans l'Exorciste pour le mettre aussi dans le mood. C'est des gens qui qui n'hésitent pas, quoi. Oui, oui, mais je pense que j'ai du mal à croire qu'il ait giflé Meryl Streep, moi. En tout cas, en dehors de comme ça pour la mettre dans l'ambiance, je Ouais, j'arrive pas à y croire. J'ai jamais entendu Meryl Streep le raconter, donc je ouais, doute. c'est possible, En tout cas, effectivement. il ressent que c'est son film, Kramer. Ouais. Donc forcément, et puis c'est son film. Elle a un Hmm. second rôle, hein. Ouais, C'est beaucoup plus facile même si elle est formidable dans le film, hein, elle est beaucoup plus facile à remplacer que lui. ouais, ouais. Ouais, et on n'a pas encore, ça serait bien que les gens le découvrent, c'est Lenny, parce Ah que bah, c'est c'est un film en noir et magnifique. blanc. Il est juste exceptionnel dans le film. Alors, Lenny Bruce, c'est pas quelqu'un que les Français connaissent, hein, mais c'est un film juste magistral. Marc, tu l'as vu en salle, ce film-là? Je l'ai vu à Cannes, hein, puisqu'il a été présenté à Cannes, hein, donc je l'ai vu sur le très grand écran de la salle du Palais, et enfin de l'ancien Palais, si ma mémoire est bonne. Non, non, mais en fait, non, non, je vois que c'est 74. Non, non, je ne l'ai pas vu à Cannes, je l'ai vu en salle, puisqu'en 74, il n'était pas à Cannes. Et Et il a eu, c'est Valérie C'est Perrine, dingue. l'actrice,
qui a eu le prix d'interprétation. Ils se sont ridiculisés à jamais en donnant le prix d'interprétation à Valérie Perrine, que tout le monde a oublié dans ce film, alors que lui est extraordinaire et je sais pas qui d'autre a eu le Non, prix. ils n'ont pas donné un mauvais acteur, ils l'ont donné à Vittorio Gassman dans Parfum de femme. Mais c'est vrai que Lenny, il était juste exceptionnel. C'est un film à redécouvrir, il joue le rôle des stand-up, des one-man. Et à beaucoup de jeunes comédiens, je leur dis de voir ce film. Je trouve, hélas, oublié, alors que c'est un très grand film et dans lequel Hoffman est extraordinaire. C'est dans le film de Stephen Frears en 92, qui s'appelle Héros malgré lui, en français, et qui a été un succès partout dans le monde, sauf en France. Et donc, j'étais sidéré je n'avais pas compris pourquoi. Et en fait, quand j'ai vu le film, je suis allé d'abord le voir je l'avais d'abord vu en VO, en projection privée. Et après, je suis allé le voir en salle, je me souviens, à la convention. Et là, je découvre que je me le tape en français. Et en français, pour la première fois depuis des années, ça n'était plus le même doubleur. Je pense que le doubleur habituel de Dustin Hoffman avait dû réclamer d'augmenter ses tarifs et qui lui avait dit non mais pour qui tu te prends, on va prendre quelqu'un d'autre. Et bien ils ont payé très cher d'avoir pris quelqu'un d'autre parce que quand on voyait Héros malgré lui en VF, c'était nullissime. C'était pas la voix qu'on connaissait de Dustin Hoffman. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, le film n'a pas du tout marché. Alors que le film est formidable. Vraiment, il fait une sorte de paumé qui sauve des tas de gens d'un accident d'avion et qui veut pas qu'on le sache et tout. C'est un de ses plus beaux rôles. Et donc, c'est en 92. Hein, donc, c'est quand même... il a déjà 55 ans. Hein, c'est pas... C'était magnifique. Et il y avait Jenna Davis dans le film qui débutait dans Tootsie. Absolument. Et on parlait de Papillon tout à l'heure. Tu sais que la genèse de Papillon, au départ, c'était Roman Polanski, Warren Beatty et Belmondo. Ah oui, non, avant que ce soit repris par McQueen Hoffman. J'ai remarqué une scène, d'ailleurs, je l'ai mis sur Facebook. Il rend un hommage à Chaplin, et je m'en étais jamais rendu compte, ça en voyant le film. Il y a une scène complètement burlesque quand il s'évade, tu sais, qu'il fait le mur, etc. Et tu te crois dans du Chaplin. C'est impressionnant, la gestuelle qu'il a. En plus, le réal met une musique bien particulière derrière. Et c'est Schaffner, je crois, qui avait fait le film. Et il sortait d'ailleurs de la planète des singes. Et il y a une scène quand ils sont dans la jungle, ils sont poursuivis par les mecs. Tu te croirais dans la planète des singes, entre la musique, l'ambiance qu'ils ont mis. Et là, pareil, comme a dit Marc tout à l'heure, il a eu l'intelligence de dire oui, parce que même s'il est en retrait par rapport à Hoffman, mais sa qualité d'interprétation font qu'il est d'égal à égal. D'ailleurs, au générique du début, il y a alors deux noms côte à côte. Voilà. Il y a beaucoup de cas où Dustin Hoffman fait penser à Charlie Chaplin. Ce sont d'ailleurs les deux plus grands petits juifs de l'histoire du grand cinéma hollywoodien. Hein. C'est les deux seuls. Et alors qu'il y a beaucoup de juifs dans le show business américain, il y a très peu de stars juives, hein, très peu. Quand on voit par exemple comment il marche à côté de Tom Cruise dans Rain Man, on ne peut pas ne pas penser à Chaplin dans sa démarche. Hein. Quand on le voit dans Macadam Cowboy à côté du grand John Voight, hein, on pense aussi à Chaplin. Et est-ce que lui y a pensé, c'est difficile à savoir, hein, mais en tout cas, moi j'y pensais souvent. Et il y a une grosse connexion entre le personnage du vagabond créé par Chaplin, sauf que Chaplin a joué, à part dans un ou deux films, toujours le même rôle. Et Hoffman qui, de temps en temps, a comme ça une espèce de connexion, de cousinage avec Chaplin. C'est vrai. Il y a un truc que j'avais aimé remarquer, c'est que pour moi, c'est mon préféré parce qu'il a la carrière et la variété de rôles la plus impressionnante de tout le cinéma américain, mais aussi parce que je trouve qu'il a une qualité qui est rare chez les acteurs, hein, qui est plutôt une qualité chez les actrices, c'est que je le trouve très, très émouvant. Moi, c'est un acteur qui m'a beaucoup fait pleurer, et il y a peu d'acteurs qui font pleurer. Normalement, c'est les actrices qui font pleurer dans l'histoire du cinéma, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Et donc, pour moi, Hoffman, il est porteur d'une humanité tout à fait exceptionnelle. Et il se trouve qu'il y a le mot homme dans Hoffman et qu'il a joué
beaucoup de ces grands rôles emblématiques, il y a le mot man dans le titre, hein, puisqu'il a joué dans Little Big Man, President's Man, Marathon Man, Rain Man, Death of a Sailor's Man. Ouais. Et donc, il y a un truc de l'humanité qui revient et qu'il a certainement pas fait exprès, hein, mais il incarne l'humanité non favorisée, on va dire. Il a jamais joué un winner. Il n'est pas dans le bûcher des vanités, le film de Palma. Il incarne toujours les rejetés, que ce soit un clochard, un autiste. C'est son truc. Donc, et moi, j'adore. Pareil, ça fait partie des films qui m'ont beaucoup marqué et dans lequel je l'ai adoré. C'est le Mort d'un commis voyageur, Death of a Sailor's Man, qui est un film pour la télé, mais qui a été tellement formidable, de Volker Schöndorf, qui était tellement formidable qu'il est sorti en salle en France, hein, et dans lequel Dustin Hoffman est magnifique, il est vieilli pour le rôle. C'est vraiment un film que tous ceux qui ne l'ont pas vu, je suppose qu'il est visible maintenant quelque part, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de Dustin Hoffman. Faut dire que c'est une pièce extraordinaire. Le film de Schlandorf, pour moi, c'est le plus beau film de Schlandorf. Mais Willy Loman, le personnage du commis voyageur, elle lui tenait énormément à cœur. Effectivement, il a toute sa vie, il a voulu jouer ce personnage. Je crois que ça lui rappelait son père. Mais c'est drôle que tu parles de Man, parce qu'il se réinvente dans les années 80, en 1982, avec Tootsie, où il joue une femme de façon exceptionnelle. Dans lequel il est quand même extraordinaire aussi. Extraordinaire. C'est l'héritier. Et pour lequel il n'a même pas eu l'Oscar. Hein. Ouais, c'est fou. Il est nommé à l'Oscar, mais il ne gagne pas avec Tootsie. Ouais. Quand il a eu l'Oscar, en fait, tu regardes Kramer, il fait toujours des super compositions et il a l'Oscar dans le rôle d'un père de famille publicitaire où il se transforme pas ni rien. Et c'est pour Kramer contre Kramer qu'il a eu l'Oscar. Et le gamin, évidemment, il l'a eu aussi pour Redman, hein, il en a eu deux. Hein. Oui, bien sûr, mais le premier auquel on donne, c'est quand il fait pas une composition, il joue dans le mec simple, il est d'une émotion dans le film. J'ai revu Kramer contre Kramer. Hein. La qualité des regards qu'il a et des silences, surtout quand il est avec son gamin. Et ce petit gamin, il s'appelle il est en plein divorce pendant le film et il dit que ça l'a aidé à devenir un meilleur père. Donc il y a un côté méta aussi qui est intéressant, quoi. Et ce gamin, Justin Henry, ils étaient des centaines de gamins à vouloir jouer le rôle. Et Hoffman, dans la scène qu'il passait avec les gamins pour les tests, il leur gueulait dessus. Il voulait voir la réaction des gamins. Et les gamins, tous, ils me disent, sont mis à pleurer. Ils sont partis dans les jupes de leur mère. Ouais. Et ce petit gamin qui arrive, je lui gueule dessus. Et il me regarde de haut en bas, comme ça. Et il me balance sa réplique. Et je dis, Robert Benton, c'est lui qu'il nous faut. Et le gamin a été nommé, le mec a été nommé à l'Oscar, le petit, hein. Il doit avoir 5-6 ans. Et il y avait quand même, il y avait du lourd, hein. Il y avait Robert Duval. Comment il s'appelle? Il y avait plusieurs personnes. Bon, c'est pas lui qui a gagné, le petit, mais il était nommé aux Oscars, quoi. C'est quand même incroyable. Mais franchement, dans les écoles d'acteurs, quand on s'amuse si on regarde tout un film en observant que le jeu d'un acteur, je pense que c'est très, très rare de voir tout un film sans jamais voir un moment où on peut penser « Ah ben là, il n'y est pas, là, sur cette réplique-là, il n'y est pas ». Pour moi, qui ai fait des films, par exemple, sur tous mes films, je peux dire « Ah ben là, Daroussin, il n'y est pas, là, Marc, il n'y est pas ». Et je pense que si tu demandes à ton père, c'est pareil. Et donc, si on scrute comme ça le jeu d'un acteur, Belmondo, sur 1h50 de film, pendant 20 minutes, il n'y est pas non plus. Mais ça fait... J'ai pas entendu, je suis désolé, le son ne passe pas. En revanche, je pense que si on regarde la plupart des grands films de Dustin Hoffman, tous les 10-15 qu'on vient de citer, on peut regarder, il n'y a pas une seconde où il n'y est pas. Il est toujours dans son truc, il fait jamais une erreur, il n'y a jamais une réplique qui est un peu lâchée comme ça, c'est toujours, c'est la perfection. C'est vraiment un acteur, moi je trouve personne ne peut lui être vraiment comparé. Parce que Robin Williams, que j'adore aussi et qui a fait beaucoup de rôles très bas. Peut-être quand même Nicolas Cage. Non, je déconne. Mais Marc parlait tout à l'heure, tu sais, du souci du détail d'un médecin, etc. Il avait raison. Meryl Streep a dit, j'ai tourné avec les deux plus grands névrosés du cinéma, De Niro et Dustin Hoffman. Ce sont des techniciens, des angoissés du détail.
Ouais. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein. C'est vrai que De Niro sur Angel Art torture Alan Parker pour lui demander des questions sur chacune des répliques, chacun des mots. C'est comme Dustin Hoffman au mot près, mais comme tu le dis, Marc, à l'arrivée, ça paye parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont des perfectionnistes Oui. et qui. Il y a quand Ouais, même pour moi, il y a une énorme différence entre De Niro et Hoffman. C'est que Hoffman a accumulé un nombre de succès publics tout à fait considérable, ce qui n'est pas ouais, du tout le cas de Niro, parce ouais, que Dustin Hoffman a incarné beaucoup de personnages très aimables que le ouais. public aimait et qu'il faisait aimer au public, C'est alors vrai. que De Niro n'a pas bâti sa carrière sur la sympathie. Je veux Non. dire, dans Raging Bull, il est vraiment extraordinaire, hein, mais on n'a pas envie de passer 3 mois en vacances avec Jack LaMotta. Hein. Non, c'est Et vrai. pareil dans Taxi Driver, et pareil Ouais, dans Les Incorruptibles, et même ouais. dans Le Parrain, où il a un de ses rôles les plus sympathiques, c'est quand même pas non plus, hein, on n'a pas envie de lui taper dans le dos. Dans Il était une fois en Amérique, il viole quand même une fille, il viole 2 femmes pendant le film. De Niro, il a battu une carrière et c'est pour ça qu'il est moins populaire et c'est pour ça qu'il a eu moins de succès, parce qu'il a eu beaucoup de rôles négatifs. Ouais. Dustin Hoffman, dans ses grandes années de 67 à la fin des années 80, il n'a pas un personnage négatif. Tous les personnages qu'il joue, on a envie d'être pote avec eux. Et on a envie d'être pote avec eux aussi beaucoup grâce à Dustin Hoffman, évidemment, C'est hein, vrai. qui leur apporte l'humanité. Et Marc Pacino, parce qu'ils ont souvent été pour les mêmes rôles, tous les deux. Oui, mais bon, Pacino, c'est un petit rital, c'est différent. Il est quand même beaucoup plus séduisant que Dustin Hoffman. Il a un visage quand même de beau gosse que n'a jamais eu Dustin Hoffman. Et il a une palette infiniment plus réduite, hein, que celle d'Hoffman. Il n'a jamais joué l'équivalent de Tootsie. Ouais, Il a même jamais joué l'équivalent de Kramer contre Kramer. Hein. Il a jamais joué l'équivalent de Mort d'un commis voyageur. Hein. Il a une ouais. palette. Autant De Niro a joué quand même des trucs un peu éloignés. Pacino a un registre beaucoup plus serré. Hein. Et donc, il y a des registres très très larges comme celui d'Hoffman. Puis ensuite, Robin Williams ou même Tom Hanks a fait des rôles très très différents les uns des autres. Ouais, Pacino, c'est de toute cette bande celui qui a fait le plus de rôles proches les uns des autres. c'est vrai. On n'a pas parlé de Marathon Man. Tu sais que lorsque Marthe Keller obtient le rôle, elle sait qu'il est petit. Elle a dit, j'ai acheté exprès des chaussures plates pour pas qu'il soit mal à l'aise. Et lorsque Hoffman voit ça, Hoffman enlève ses chaussures. Il dit, je vais être à plat. Parce qu'il avait eu dehors des talonnettes ou quoi que ce soit. Et il l'a poussé un peu dans ses retranchements. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène avec Roy Scheider quand ils vont au restaurant tous les trois, où Roy Scheider devine qu'elle est allemande. Elle veut faire passer Ouais, pour une Suisse, etc. Et il ouais, devine, bon, parce que le mec, c'est quand même, il bosse au service secret. Et, euh, et Hoffman veut lui rentrer dedans, il veut qu'elle craque dans la scène, qu'elle se mette à pleurer, etc. Et le réal n'est pas d'accord. Il fait non, non, c'est un personnage froid qui est dur, etc. Elle est habituée à ça. Et Hoffman s'engueule avec le réalisateur, mais ça dure pendant des heures. Hein. hmm. Oui, Et elle, c'est un mec qui lâche pas, Hoffman. Marc donne raison au réal. Et Hoffman, lui fout un coup de pied sous la table. Il fait, tu sais le nombre d'actrices qui aimeraient être à ta place? Il la pousse à bout dans la scène et elle craque, elle se met à pleurer. Hmm. Ils n'ont pas gardé la scène, mais ils l'ont tournée quand même. Et il y a juste une scène où elle met la serviette sur elle parce qu'elle commence à craquer. Et ça, ils ont gardé ce passage-là, quoi. Mais dans Marathon Man, que j'ai revu aussi, c'est un film hyper anxiogène. C'est un truc, Ah oui, 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 oui. j'ai J'ai le revu, souvenir de ça, oui. bon, il y a sa fameuse séquence avec Laurence Olivier. D'ailleurs, il fait un petit clin d'œil à Laurence Olivier Hoffman dans Tootsie, quand il est dans sa chambre, sa garçonnière, là, avec, comment il s'appelle, Bill Murray. Jessica Lange? Ah, Bill Ouais, Murray, ouais. il a une affiche, il a une affiche de film dans sa chambre, s'appelle The Entertainer. C'est un film qui s'appelle Le Cabotin, avec Laurence Olivier, où c'est un artiste de musical de second plan qui tente de se trouver des petits rôles. Et il fait un petit clin d'œil donc à Laurence Olivier dans Tootsie avec cette affiche, quoi. Mais C'est c'est vrai que drôle. le face-à-face des deux est impressionnant. Et reste Ah ben, dans. c'est deux acteurs de deux écoles totalement différentes. Hein. C'est sûr, qui est d'ailleurs symbolisé par l'histoire qui est très connue, mais que peut-être tous les auditeurs de Abracadapod ne connaissent pas. C'est qu'à un moment, dans le film, ils sont censés
courir Laurence Olivier et Hoffman et jouer la scène très essoufflée. Et donc, Dustin Hoffman, qui était tout jeune à l'époque, il court comme un dératé pour être réellement essoufflé au moment de la scène. Et Laurence Olivier, qui est déjà un vieux monsieur, ne court pas. Et donc, il se retrouve et Dustin Hoffman lui fait comment vous faites, hein? Et Laurence Olivier lui a répondu I act, je joue. Donc, au lieu de vous échiner à courir, essayez-vous pas de jouer essoufflé, il a dit. Comment? Au lieu de vous échiner à courir, Dustin, pourquoi vous ne jouez pas essoufflé? C'est beau, c'est deux écoles de comédiens. Ça, ouais. Entre les deux écoles de comédiens, pour moi, il n'y a pas photo. Hein, je veux dire que tous les grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, les plus grands, appartiennent à l'acteur studio. L'école de Laurence Olivier est passée dans la trappe de l'histoire. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui considère que Laurence Olivier est un acteur de la dimension de Brando, de Dustin Hoffman, de Niro, de Tom Hanks, de Nicolas Cage, si tu veux. Il est venu faire le ménage chez moi, il a été très sympa. Il est dur. C'est mon héros. Mais Dustin Hoffman, à propos de palette, j'ai revu Le Récidiviste. Il pète la gueule de Gary Busey, qui a 2 têtes de plus que lui, et il est crédible en gangster. C'est-à-dire qu'il fait ce que fait Pacino ou De Niro, il sait le faire. Alors qu'effectivement, De Niro ou Pacino en Tutsi, c'est pas possible. Tu as raison. Et je pense que Scorsese ne l'a jamais engagé à cause de sa réputation de chieur. C'est couru que tous les grands metteurs en scène comme Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, aucun n'a tourné avec lui parce que quand on est au sommet, on n'a pas envie d'aller passer des heures à discuter avec le plus gros chieur d'Hollywood ou en plus, je pense qu'ils savent, parce qu'ils sont très intelligents tous les 4, ils savent qu'il y a des grandes chances pour que dans toutes les discussions, ce soit cet enculé d'Hoffman qui ait raison. Et ils n'ont pas envie de se retrouver avec un mec qui va avoir raison à chaque fois qu'il leur casse les couilles. Mais c'est bon parce qu'il n'a pas été chez Tarantino non plus, alors que Tarantino a tourné avec Pacino et De Niro. Quand Tarantino arrive, ça devient un vieux monsieur, donc il y a quand même moins d'emplois à ce moment-là. Hein, parce que il y a quand même... il est né en 37, donc ça nous fait quel âge? Il a quoi donc, 86 ans. Voilà, c'est ça, oui, presque 90, oui, c'est normal. Ça fait au moins 20 ans que sa carrière est très ralentie. Mais moi, je l'ai vu, par exemple, dans la série qu'il a faite, où il a l'un des rôles principaux sur les Médicis. Hein, il est formidable, hein, vraiment formidable. Il était formidable aussi dans un second rôle, hein, dans Le Parfum, que moi, j'avais trouvé vachement bien. C'était un livre qui était vraiment très difficile à adapter. Et j'avais trouvé l'adaptation très réussie. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film et Dustin Hoffman est formidable dans le film. En 2017, il est dans The Meyerowitz Stories sur Netflix avec Adam Sandler et Ben Stiller. Et il paraît qu'il est magnifique. Je ne l'ai pas vu. Il faudra que je regarde. Tu parlais du récidiviste tout à l'heure, Jean. Il faut savoir qu'après Marathon Man, il voulait faire la suite de Chinatown. Robert Towne avait écrit un rôle pour lui. C'était un voyou face à Nicholson. Et le projet va pas se faire. Et il devait 2 projets à une boîte de prod qu'ils avaient montée qui s'appelait First Artist, début des années 70. Il leur doit 2 films, donc il va faire Le Récidiviste et Agatha. Et Le Récidiviste, c'est un film qu'il veut réaliser au départ. Mais il se rend compte que c'est hyper compliqué d'être devant et derrière la caméra. Donc, il va faire appel à son ami de théâtre, Udo Grosbar, qui fera aussi un très bon film quelques années plus tard, Sanglante Confession, avec De Niro et Robert Duvall. Et donc, en fait, il va co-réaliser le film, il sera pas crédité comme co-réal. Voilà. Et en revoyant le film, alors c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, hein, mais il a un jeu très, très intense dans le film. Et cette scène-là, où il est avec son agent de réinsertion, il le sort de la bagnole. Emmett Walsh, le grand Emmett Walsh. Et il pousse le volant comme ça. D'ailleurs, cette scène, il a refait dans Rain Man, quand il y a Tom Cruise qui conduit. Il le pousse. Carrément, il le sort de la bagnole, le mec, il le fout le cul à l'air, il accroche sur l'autoroute. La scène a une force et une intensité. Et c'est vrai, comme je dis, il est hyper violent dans le film. Quand il casse les boules, il y a Harry Dean Stanton, Gary Busey, qui d'ailleurs, il le tue à la fin. C'est une histoire d'amour entre lui et Harry Dean Stanton, ce film. Et rien que pour ça, c'est extraordinaire, parce que tu vois, quand ils font le casse de la banque, ça inspirerait Michael Mann sur Heat.
Et c'est extraordinaire ce film. C'est un des. Voilà. Un de mes Et alors, films préférés le de film n'a pas eu un Hoffman. grand succès, il est un peu oublié, mais c'est sa Ouais. performance d'acteur qui relève vraiment le niveau du film. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos. Dans quel film écrit par Francis Weber on voit l'affiche du récidiviste? Waouh. C'est Dans forcément un vieux, hein. le téléphone rose, Coup de au tête. hasard. Coup de tête. Coup de Waouh. tête. Tu vas devoir marcher dans la rue. Je crois, au moment où il va rentrer dans le bar. Mais il y a deux, Ouais. trois affiches, une affiche du récidiviste en fond. Ah, c'est cool. D'accord. Voilà. Voilà. Un petit clin d'œil à papa. Hein, ouais, comme ça. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Dustin Hoffman le dise ou qu'il se taise à tout jamais, On peut parler de Redman un petit peu, non? allons-y. Non, je sais pas. Oui, c'est important. Parce que Ouais, là, Redman. une fois de plus, il a fait un truc que personne n'avait jamais fait. C'est la Ouais. première fois qu'une star de la liste A joue un anormal, entre guillemets. Hein, donc, Ouais. soit un autiste, un trisomique, un handicapé mental, si cela. Il y avait eu des handicapés mentaux dans l'histoire du cinéma hollywoodien, mais c'était jamais un acteur un star qui jouait. Et Ouais. d'ailleurs, normalement, la première fois que Hoffman a été contacté pour jouer dans Redman, on lui a proposé le rôle de Tom Cruise. Personne n'imaginait que ce serait une star qui jouerait le frère autiste. Hein, Incroyable. qui dans les premières versions n'était pas autiste, hein, c'était juste un handicapé mental. Et donc, dans Des souris et des hommes, il y avait un handicapé mental, mais j'ai Génie. oublié qui c'était. Mais c'était qui jouait le rôle, je me souviens Il y a plus. eu John Malkovich et il y a eu un acteur qui s'appelle Lon Chaney Jr., le fils Voilà. de Lon Chaney Ce que je veux Sr. dire, c'est que c'était pas Clark Gable ni James Stewart qui jouaient Non. l'handicapé mental de Non. Des souris et des Non. hommes. Non, Redman, c'est au vrai. départ, c'était Hoffman devait jouer le rôle de Tom De Cruise. Tom Cruise. Il avait envisagé Bill Murray, son pote Bill Murray, pour jouer le rôle de Redman. Et en fait, quand il va commencer le tournage, au bout de 3 semaines, dans son rôle, il se sent pas à l'aise. Et il dit à Barry Levinson, je vais arrêter, prends Richard Dreyfuss. T'imagines? Wow. Et là, t'as insisté, il fait non, t'es exceptionnel dans le film. Il lui montre les images, etc. Savoir que Barry Levinson, c'est le réal avec lequel il a fait 4 films. Voilà, bon, ils sont payés. Sleepers avec lui, il avait fait Sphère et des hommes d'influence, je crois. C'est ça. Ouais. Et il voulait arrêter. Dans Redman, c'est extraordinaire parce que c'est sûrement le rôle où c'est le plus difficile de croire à Hoffman. Hein, un acteur qu'on a vu dans 15 films qu'on a adorés et qui joue un autiste qui doit dire 5 phrases et demie dans tout le film. C'était vraiment, sur le papier, c'était pas évident d'y croire. Hein. Ouais. C'est moi, Spielberg au départ qui devait réaliser le film. Ouais. I'm an C'est excellent pareil, driver. il a dû avoir peur parce que Dustin Hoffman contestait des pans entiers du scénario. Et Spielberg, dans sa position, il n'a pas eu envie de passer des mois à discuter avec un mec aussi non, pas... têtu que Hoffman. On parle souvent des films que les acteurs ont refusés. Il en a refusé un bon paquet. Donc, il a refusé Raging Bull. Il avait été approché pour Raging Bull au départ. Blade Runner, Rambo, Ça, j'ai Taxi Driver. J'ai du mal à croire qu'il était approché pour vous jouer Jack LaMotta. Et Spielberg, il a proposé beaucoup de rôles. Il a toujours dit non. Il avait donc déjà proposé Jaws, Amistad, Always, La liste de Schindler dans le rôle de Ben Kingsley, Rencontre du troisième type, Batman Returns, le rôle du pingouin, il a refusé. À chaque fois, il a eu raison. Il a envisagé de faire Gandhi. Et finalement, donc c'est Ben Kingsley qui l'a fait. Il a fait Tootsie à la place. Ça, c'est dans les rôles qui ont été refusés par Hoffman. Ouais. Tous les films de Spielberg que tu m'as cités, c'est pratiquement tous les films les plus mineurs de Spielberg, à part La liste de Schindler. Mais tu m'as pas dit, parce qu'il peut pas jouer le rôle de Liam Neeson, il est juif. Non, le rôle de Ben Kingsley, je te dis. Oui, mais si tu m'avais dit il a refusé le rôle de Liam Neeson, là je t'aurais dit c'était une erreur. Bien mais sûr, le rôle bien de sûr. Ben Kingsley, tu vois, je veux dire, il a bien fait de le refuser. Bon, il a fini par faire Hook avec Spielberg. Alors pour ceux qui reverront Hook, savoir qu'il y a une scène au début quand Robin Williams prend l'avion, il y a des turbulences et il y a la voix du capitaine qui fait oui, c'est le capitaine qui parle et c'est la voix du capitaine Crochet, c'est Hoffman qui fait la voix du pilote d'avion. Il faut jamais à propos revoir de Hook. Hook, je sais qu'on dit beaucoup que c'est une grosse daube. Mm. Moi, je me souviens d'un film qui était quand même très sympa à regarder.
Et je pense que comme moi j'ai un petit-fils qui a 3 ans et demi, quand il va avoir 6-7 ans, je vais être ravi de lui montrer Hook et je serai étonné qu'il me dise, grand-père, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Grand-père, je suis pas C'est très un fan film de pour les Hook. enfants. C'est un Grand-père. film pour les enfants qui n'a pas plu aux cinéphiles pur et dur Comme moi. qui aiment l'année dernière à Marianne Bad ou Pas moi. Massacre à la tronçonneuse. Comme Mais moi. c'est parce que c'est les mêmes, hein, Massacre à la tronçonneuse et l'année dernière à Marianne Bad. C'est les mêmes. Donc, Hook, c'est en effet pas un Spielberg de légende, mais c'est quand même un film très sympa. Je trouve que c'est une des rares fois où Dustin Hoffman est miscast. Il n'est pas le Capitaine Hook, qui est un grand type à la Daniel Day-Lewis, et c'est pas le personnage, malheureusement. Moi, je trouve que dans un film qui est pas réaliste comme Hook, Ouais. il fait tout à fait la farce. Il fait tout à fait la farce. C'est une bande dessinée. Il est un capitaine Crochette de bande dessinée. Et d'ailleurs, je ne vois pas où tu as décrété que le capitaine Crochette était un grand mec baraqué. Non, j'ai pas dit baraqué. J'ai dit que c'était une espèce de type qui est assez grand. Il a une tête de plus que Peter Pan. Et là, tu as ce petit bonhomme qui est merveilleux, mais qui n'est pas Hook, malheureusement. Le seul qui est bien dans Hook, c'est Bob Hoskins, qui fait Smee, son second. Je sais pas si on te l'a dit, mais ça n'est pas une histoire vraie, Hook. Hein. Ah merde. On m'aurait menti. Oui, on t'a menti. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la filmo du grand Dustin Hoffman. C'est Ouais. toujours un bonheur de vous avoir dans l'émission. Marc, c'est rare et c'est un plaisir. Jeff, c'est moins rare et c'est aussi un grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Plus souscrire et liker la chaîne Abracadapod sur YouTube. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Marc Esposito. Oh oh. Moi, je voulais juste terminer par une citation de Dustin Hoffman sur sa fin de carrière. Et je pense qu'il est très lucide. Il a dit dans une interview, mon appréciation du temps qui passe est très étrange. À 30 ans, on me croyait si jeune que je n'arrivais pas à acheter une bouteille d'alcool. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 ans. Il existe désormais très peu de rôles pour moi. Aujourd'hui, on s'inquiète pour des questions d'assurance de me voir tomber malade sur un tournage. C'est pour cette raison que je ne voulais pas incarner un homme mourant, trop pénible, trop douloureux, trop proche de moi. Mais j'ai cédé devant la force de conviction de Noam Baumbach. Justement, sur de meilleures vis. Conscient, voilà, que arriver à Hollywood, dépasser 80 balais, Ouais. les rôles se font de plus en plus rares, comme disait Marc tout à l'heure. Voilà. Petite anecdote pour finir, Steve McQueen s'emmerde énormément sur le tournage de Papillon et demande au producteur de faire venir sa voiture de course pour pouvoir faire des tours autour de l'île, là où il tourne. Ils font venir la voiture et en fait, on découvre sur le plateau qu'elle était truffée de cocaïne, comme dans le Cornio. Il était complètement accro en fait et il a demandé à ce que la voiture soit pleine de cocaïne dans les pneus, dans les volants et partout. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod. Hey, I'm podcasting here. Et maintenant, comme je sais que vous adorez chanter, Marc, Jeff, tous en chœur, tous ensemble. Everybody's podcasting. Don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.